10 ans dans cette activité de maintenance, de process, d'amélioration des procédés chez Renault. J'étais très passionné, ça m'a beaucoup aidé, mais j'avais fait le tour un peu du sujet. Voilà. Étant curieux, je voulais voir d'autres activités industrielles, de logistique. Je voulais découvrir le monde en fait. Et je me sentais un petit peu bridé. Je pense que tous les personnes qui veulent faire une activité, c'est je veux être libre, je veux faire des choses, mais quoi ? Donc c'était l'aventure. Bienvenue dans Les Unes sans filtre, le podcast qui nous décortique les sujets du management visuel du terrain ou en fait juste la vision des industriels qui font les choses sur le terrain. Et je suis accompagnée de Pierre Jolimont. Bonjour Pierre. Bonjour Claire. Bon, aujourd'hui en fait c'est moi qui t'interviewe, je prends la place au micro. Tu es mon papa donc c'est un exercice assez étonnant mais je voulais qu'on puisse transmettre toute ton expérience que tu as acquise depuis 40 ans dans l'industrie, ta vision du management visuel aujourd'hui, pour qu'on comprenne ton parcours, ta vision, et qu'on puisse comprendre dans les prochains épisodes les personnalités que tu vas vouloir toi interviewer, donc tu prendras ma place, et retranscrire peut-être leur vision de l'industrie. Comment tu décrirais, toi, aujourd'hui, les personnalités qui t'inspirent dans l'industrie ? Qu'est-ce qui fait que ça te plaît et que ça te motive à changer la donne ? Pour moi, l'industrie, ça a toujours été un milieu passionnant. C'est un milieu complexe. On retrouve des produits, des machines, je dirais des procédés, des organisations. Il y a aussi de l'humain. Et j'avais toujours vu moi l'importance de l'humain dans les organisations. Et quand j'ai commencé ma carrière, effectivement, l'humain était la dernière roue du carrosse, on peut dire, puisque c'était fait par des ingénieurs qui pensaient qu'avec des machines et des méthodes, ça devait tourner tout seul. Voilà. Et t'es en train de dire que du coup, la technologie ne suffit peut-être pas. Oh non. Non. On a beau avoir une belle usine avec des beaux procédés, si l'humain n'est pas impliqué, il n'est pas motivé, s'il communique pas avec les autres, s'il s'épanouit pas dans son métier, en fait, les problèmes arrivent toujours. Il y a toujours des choses qui coincent, c'est toujours le bas qui blesse, des choses qu'on ne sait pas, des choses qui passent à côté, on a oublié. Enfin, il y a plein de problèmes. Si tu devais expliquer le podcast L'usine sans filtre, l'objectif c'est qu'aujourd'hui on est dans cet épisode de ton parcours, qu'on te connaisse, mais on s'est dit aussi qu'on voulait que tu puisses interviewer des personnes qui t'ont inspiré sur ton parcours. Qui sont ces types de personnalités chez toi ? Ces personnes, en fait, c'est des personnes qu'on a croisées et qu'on croise dans nos projets. C'est des gens qui sont passionnés par l'usine et aussi par l'humain, parce que l'usine, on voit des machines, on voit des procédés, on voit des produits. Et c'est vraiment chez Pinflow, effectivement, on s'intéresse beaucoup à l'humain. Et donc, les personnes qu'on va interviewer, c'est des personnes qui sont convaincues que l'humain a une grande importance dans les performances de leur entreprise et qui sont prêts à investir et s'investir dans ces outils et dans ces solutions. Je dirais même que, te connaissant, c'est des gens qui sortent un peu des sentiers battus, qui osent faire des choses parfois un peu risquées, qui dénaturent. C'est un peu les profils que t'aimes quand même. Oui, parce que c'est une prise de risque l'humain. Je l'ai vu dans mon parcours, puisqu'effectivement, on est dans un monde d'ingénieurs où en fait, on sait investir dans des machines, dans des procédés, parce qu'il y a un retour sur investissement, ça se chiffre, c'est mathématique. Alors que investir dans des solutions qui communiquent, il n'y a pas de ROI, donc investir et dire on va faire quelque chose qui va faire gagner de l'argent, on peut pas le chiffrer. Donc c'est une prise de risque pour ces passionnés. On va quand même voir au fur et à mesure comment on pourra trouver des ROI dans ces systèmes de digitalisation dans l'industrie, parce que s'il n'y a pas ça, en général, il va y avoir du mal à le justifier quand même. Oui. Revenons plutôt aussi à qui on s'adresse, parce que l'objectif de ce podcast, c'est de pouvoir partager un témoignage à des personnes qui n'ont pas l'occasion d'avoir des récits très concrets de choses qu'on a mis sur le terrain. Tu t'adresserais idéalement à qui ? On s'adresse à des gens qui s'intéressent à l'usine, parce qu'en fait, l'usine a toujours été un peu dénigrée depuis quelques années. Donc, montrer aussi que c'est un monde où il y a des personnes qui excellent dans des arts, dans des métiers.
et c'est aussi un espace de vie. Hein. Donc, on veut faire connaître ces entreprises et différents milieux. Donc, on va aller voir des gens qui produisent des produits, de la production, mais aussi des gens qui font de la logistique, des gens qui sont dans la recherche, qui réfléchissent à des solutions qui vont aider justement aux opérationnels dans leur quotidien. Donc, c'est faire découvrir justement ces environnements. Donc, ça s'adresse à des industriels, ça s'adresse à des ingénieurs, à des techniciens, des opérateurs curieux, mais aussi à des étudiants qui oui, c'est veulent ça, se ce que lancer. j'allais dire, à des étudiants aussi Bien qui sont dans les parcours d'école d'ingénieurs ou autres et qui se disent qu'est-ce qu'on va trouver sur le terrain. Donc, dans cet épisode, on va repasser sur ton parcours. Donc, ça veut dire qu'on va faire un retour dans le temps. On part dans les années 80, dans ton démarrage. Moi, je l'ai beaucoup entendu cette histoire, mais j'ai envie que tu la racontes au micro. T'as commencé chez Renault. Est-ce que tu peux nous parler du secteur automobile à cette époque-là, mais aussi, toi, de ta mission et de ton métier? Alors, c'est bien la première fois que tu me demandes de parler de mon parcours industriel, parce que tu sais, comme je suis passionné, ça peut être trop long. Bon, on va essayer de faire un peu plus court. Mais si je voulais résumer, donc j'ai eu 10 premières années, une expérience forte dans l'industrie automobile, où j'étais ingénieur process et maintenance. Une époque très riche pour moi, parce que dans les années 80, c'était le début des automatismes, début de la robotique, très peu de compétences à l'extérieur, donc on avait nos propres équipes pour faire ces process. Donc très exigeant en termes, je dirais, de travail, aussi de mise en service. Dans les mains, dans le cambouis, tu veux dire, enfin, sur le terrain, proche parce que des opérateurs là, je me aussi. souviens, on faisait nous-mêmes nos plans électriques, on sous-traitait bien sûr la partie câblage, mais on faisait les programmes, on faisait la mise en service, on assurait la maintenance, donc c'était quand même, on voyait toute la chaîne, y compris la partie humaine, parce que on s'apercevait que on faisait des belles machines, mais quelquefois elles tournaient mal parce que on n'avait pas pris en compte l'humain, on l'avait pas formé, on n'avait pas pris en compte ces aspects-là, qui me semblent maintenant, je dirais évidents, mais à l'époque, on pensait que ça allait tourner tout seul. Et quand tu dis, tu parles un peu de passé, mais ces métiers-là, ils existent toujours aujourd'hui dans une usine? Alors ça a changé. Comme je t'expliquais, ces métiers-là en fait étaient passionnants à cette époque-là parce que n'existait pas à l'extérieur. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent. Maintenant, tout est standardisé. Et souvent, un ingénieur de process dans une usine fait plutôt la mise en service des équipements qui sont pensés. Alors soit par des constructeurs de machines, ou soit par un service central, mais c'est un peu moins passionnant par rapport à moi ce que j'attendais. Il y a d'autres métiers bien sûr qui existent dans l'industrie qui sont passionnants pour les ingénieurs, entre autres la transformation des organisations et aussi l'apport, on en parlera, mais des solutions digitales pour la communication, pour le pilotage. Donc ça reste vrai. Okay. Dans ce parcours, tu parlais qu'il y avait une organisation un peu différente avec des ateliers aussi. Oui, alors là, on parle des 10 premières années, mais effectivement, alors ce qui était flagrant, si on prend une usine, c'est une usine terminale automobile. Si on va visiter ces usines, il y a 4 ateliers. Donc, il y a l'atelier des presses. On fait des pièces. L'atelier de tôlerie, on assemble des pièces et on soude. L'atelier de peinture et l'atelier d'assemblage. Et à cette époque-là, il y en avait 5. Et le 5e, c'était l'atelier de retouche. Donc en fait, c'est pour montrer, c'est que effectivement, la priorité à l'époque, c'était de faire du volume. Et donc il y avait une guerre entre les équipes sur les chiffres de production. Et il fallait faire de la quantité, quoi qu'il en coûte. Et c'est-à-dire que la qualité, on l'a traitée à la fin. Ok. Alors qu'aujourd'hui, tu veux dire, ce qui est différent, c'est que c'est intégré. Maintenant, je dirais, on verra un process. petit peu aussi pourquoi ça a changé, parce que c'était une question de vie ou de mort pour l'industrie. Mais la qualité, elle doit se faire du premier coup, et pas à la fin. Et c'est là qu'on parle souvent du lean aussi par rapport à ces thématiques-là. Est-ce que c'est à ce moment-là justement que le lean est arrivé ou rien à voir? Ah oui, c'était à ce moment-là, je me souviens, c'était à la fin des années 80, mais ce qui se passait, c'est que il y avait des super voitures qui arrivaient du Japon, entre autres Toyota, et je me souviens que on les regardait avec envie parce qu'elles étaient nickel. Au niveau prix aussi compétitif et surtout de très très haut niveau de qualité, et ils me prenaient des parts de marché énormes. Et les industriels à l'époque se disaient si on fait rien, c'est la fin de l'industrie automobile en Europe. Donc à l'époque, plusieurs visites ont eu lieu chez Toyota.
pour voir comment ils faisaient. Ok, donc Voilà. benchmark entre... Du benchmark, ils ont été voir, ils ont dit c'est quand même curieux là-bas, quand il y a un problème de manque de pièces ou de qualité, ils arrêtent les chaînes. C'était inimaginable pour nous parce que on n'aurait sorti aucune voiture tellement il y avait d'incidents. Mais là en fait ils faisaient la qualité du premier coup et il y avait des systèmes d'alerte qu'on appelle maintenant on appelle nous ça un système Andon, mais le premier système Andon, c'était justement l'opérateur avait moyen d'appeler une assistance rapide sur son poste de travail ou éventuellement arrêter la chaîne si c'était un point bloquant. Et du coup, c'est les fonctions support qui viennent à lui. Alors, c'était les fonctions support, ça peut être son leader, mais comme on va dire, la cadence est assez forte, si le problème était là, on arrêtait la chaîne, effectivement. Donc, ça obligeait finalement à une excellence logistique et aussi qualité, parce que s'il y a un problème, on arrêtait la chaîne. Donc, il fallait résoudre les problèmes avant et ne pas les laisser propager. Et donc, ça l'était pas quand tu as commencé chez Renault. Non. Mais ça l'est devenu aujourd'hui. Ça l'est devenu. Et je me souviens, à l'époque, c'était, on avait été tous conviés, tous les cadres de chez Renault, j'irais c'était pas une salle, c'était un théâtre. Il y avait 2-3 000 cadres de Renault qui étaient présents. Et c'était Georges Besse qui annonçait le changement de politique qualité chez Renault avec le lancement de la Mégane. Okay. Et donc c'était lancé en grande pompe pour dire maintenant on fera plus les voitures comme avant, on les fera avec un modèle de qualité. Voilà, c'était le lancement de la Mégane. Moi je me souviens d'une anecdote que tu m'as souvent racontée sur le fait que tu avais installé des bips d'infirmières qu'on voyait dans les hôpitaux pour justement alerter. Oui. Alors ça c'était au niveau local, c'était dans une usine. Anecdote, mais imagine dans les années 80, pas de téléphone portable. En fait, ce que je souhaitais, moi, en tant que jeune ingénieur, pour pouvoir justement mettre en place ces systèmes d'alerte et de réactivité, je voulais un système qui appelle. Donc, sans téléphone, sans afficheur, sans écran, puisque ça n'existait pas. Le seul outil que j'avais trouvé à l'époque, c'était des bips d'infirmières. Donc les bips d'infirmières, c'était utilisé dans les hôpitaux. Quand le malade a besoin d'infirmière, il appuie et sur le bip, on affiche le numéro de chambre. Donc, j'ai tout ce qui existait à l'époque. Et je me dis, ça c'est bien, mais moi je veux écrire une phrase. Et donc dès que le bip est devenu alphanumérique, on pouvait écrire une phrase. Je me dis, c'est vraiment une solution intéressante. Et j'avais développé avec nos techniciens le premier système d'appel de maintenance qui permettait d'envoyer un message au plus vite pour réagir sur les incidents. Donc ça, c'est drôle parce qu'on va avoir le parallèle à aujourd'hui. On est toujours dans cette thématique-là, sauf qu'on va plus du tout utiliser les mêmes technologies, mais ce principe d'alerte, d'appel, ce qu'on qualifie du coup d'Andon que tu as expliqué juste avant, on le retrouve. Je pense qu'on en reparlera plus tard. Ouais. Ok. Alors, on va passer maintenant sur la phase... pourquoi après... qu'est-ce qui t'a fait quitter l'usine, on va dire Renault, et c'était quoi l'étape d'après pour toi ? Je pense que 10 ans dans cette activité de maintenance, de process, d'amélioration des procédés chez Renault, j'étais très passionné, ça m'a beaucoup aidé, mais j'avais fait le tour un peu du sujet. Voilà. Okay. Ce que je voulais, c'est voir d'autres choses. Étant curieux, je voulais voir d'autres activités industrielles, de logistique. Je voulais découvrir le monde en fait, et je me sentais un petit peu bridé. Okay. Voilà. Donc c'était l'aventure. Je voulais chercher l'aventure. Du coup, t'es parti dans quoi ? Alors, et pour faire quoi ? C'était la grande question. Et je pense que tous les personnes qui veulent faire une activité, c'est je veux être libre, je veux faire des choses, mais quoi ? Et donc, moi, l'idée que j'ai eue, c'était de faire du conseil, parce que justement, ça permettait de découvrir d'autres entreprises, mais basé sur une technologie. Donc, en fait, l'outil que j'avais découvert et qui me semblait génial à cette époque-là, innovant, c'était les outils de modélisation. On parle maintenant de jumeaux numériques, mais les premiers outils de simulation sont sortis dans les années 80-90. Et quand je les ai vus apparaître, j'ai tout de suite vu que c'était un outil formidable pour les gens d'ingénierie. Parce que moi-même, en tant qu'ingénieur process, j'ai fait beaucoup d'erreurs de conception, des outils qui étaient mal calibrés, mal dimensionnés, qui demandaient un rétrofit, avec tous les aléas que ça suppose. Et donc, je me dis capable de modéliser une future usine avec toutes ces contraintes et tous ces procédés, ça permet donc de dimensionner au plus juste. Donc, je me suis formé là-dessus. Tout seul avec un éditeur qui était le seul éditeur français. Okay. Et je me suis lancé dans cette activité.
qui était essentiellement, on va dire, automobile, parce que il y avait que je dirais, les industriels d'automobiles qui souhaitaient modéliser leur future usine. Donc, j'ai travaillé pour Renault, pour PSA, enfin plein d'usines dans le monde, et c'était vraiment passionnant. Mais les autres industriels étaient un peu frileux. Mais ça s'est vite ouvert. Au bout de 4 ans, 5 ans, j'ai pu travailler chez Airbus, j'ai pu travailler dans des secteurs... l'aéronautique. L'aéronautique. Est-ce que tu as découvert d'autres secteurs aussi? Parce que là, c'est vrai que du coup, tu as commencé avec vraiment cet ADN très automobile et potentiellement lean. Et après, du coup, j'ai fait des aciéries avec les ponts, j'ai fait des tuberies chez Palourec. Le pharmaceutique aussi? Oui, les laboratoires. Là, je me souviens, Biomérieux. Enfin, j'ai découvert plein d'organisations, plein de gens passionnants aussi, parce que à chaque fois on découvre une production, des process différents, on croise des gens, donc c'était vraiment pour moi un épisode, une période très riche, en aventure aussi. Très difficile quelquefois, parce que on sait que quand on crée une entreprise, on découvre beaucoup de choses. Il y a des hauts, il y a des bas. Là, tu parles après donc de ta création d'entreprise, que tu es passé du côté aussi entrepreneur. Ouais. Donc, toi qui as un esprit plutôt libre et créatif et innovant, sur quoi tu t'es lancé avec cette expérience de départ de l'industrie? Tu es resté dans le secteur industriel. Qu'est-ce que tu as apporté comme solution? Alors, j'avais en fait une mission d'expertise sur de la conception d'ateliers. Donc, en fait, c'est des nouveaux investissements. Okay. Et j'avais une autre expertise que j'adorais, c'est celle que je préférais, c'était le diagnostic de performance. C'est-à-dire être capable de faire un modèle de l'existant avec toutes ses aléas, ses contraintes. Et à partir de là, donc, de faire un diagnostic et de proposer des plans d'action pour arriver à un niveau de performance que le client souhaitait. Et donc, ça permettait donc d'engager des améliorations, des investissements, mais au plus juste, et au plus juste pour arriver le plus rapidement possible aux objectifs. Ça, c'était vraiment, pour moi, le plus intéressant. Mais c'est aussi là que tu as développé tes premiers systèmes, au-delà de ça. Ouais. Donc, c'est un peu là la genèse de cette vision, comment t'amènes en fait de la technologie, parce que au tout début, tu parlais beaucoup de l'humain, qu'il fallait recentrer sur l'humain. Après, tu amènes de la technologie, mais parce que comment tu vois cette balance entre la technologie qui peut aider les équipes du terrain et en même temps faire attention à ce qu'on les oublie pas? Je comprends. En fait, on parlait de plan d'action sur le diagnostic de performance. Dans ces plans d'action, il y avait forcément diminuer les incidents, les aléas. On retrouve tout. En fait, on retrouve toujours. Donc, comment diminuer des incidents? C'est de réagir au plus vite. Donc, la réactivité. Donc, la réactivité, on a parlé d'Andon tout à l'heure. Donc, en fait, on est amené à proposer aux clients des systèmes qui existaient dans l'automobile, mais qu'on transposait à l'industrie avec qui on travaillait. Par exemple, l'Andon dans l'automobile, c'est un Andon qui est très rapide parce que le temps de cycle est court. Pour l'aéronautique, on a fait un Andon plus qualifié parce qu'il fallait qualifier un appel. Là, on est sur un cycle long, donc c'est un peu différent. Donc, on adapte à chaque fois ce qu'on avait vu dans l'automobile par rapport à l'industriel qui était différent. Donc ça, c'est un exemple de solution. On a fait à chaque fois du spécifique avec les outils technologiques de l'époque. Donc, c'était plutôt des colonnes lumineuses à la place des écrans. Maintenant, on met plutôt des écrans. On avait commencé à mettre des télécommandes radio, les premières, qui portaient assez grande portée. On a mis d'ailleurs... On va plutôt avoir du smartphone. On a vendu 4000, si tu te souviens, 4000 chez Renault, ces télécommandes radio. Donc, c'était vraiment le début. Et donc, par rapport à ces solutions, il y a aussi la notion de ce qu'on appelle, nous, le flow board. C'est-à-dire que une fois qu'on a défini un process avec un planning de production, on peut, en fait, le fait de vérifier en temps réel si on est dans le nominal, si on est dans la bonne cadence ou si on est dans les bons objectifs, il faut le voir. Il faut le voir parce que si on est bon, ça va, parce que toute la supply chain est souvent, collée sur la cadence. Mais si on est en retard, il faut y mettre en place, anticiper et aussi réagir. Réagir, ok. Donc le flowboard est là pour aussi te faire réagir. Donc toi, t'es plutôt partie du principe que la technologie doit être utile aux équipes pour amener de la vision, en fait, qu'ils ne voient pas. Et tu dis souvent qu'avant, ils étaient à l'aveugle ou apporter de la vision. Comment, aujourd'hui, nous, on le voit, enfin, moi, je suis plutôt du secteur, on va dire, technologique IT. On parle beaucoup d'agilité dans la partie développement, la partie tech. C'est un concept qui arrive aussi dans le secteur industriel. Comment tu pourrais expliquer ce qu'est une usine agile ou une usine réactive là-dessus?
Alors, une usine agile et réactive, il faut qu'elle soit aussi conçue pour être agile. Donc, ça va aussi sur les procédés, sur les machines. Il faut qu'elle soit polyvalente. Enfin, je dirais, il y a aussi il faut y penser au départ. Il faut que le produit aussi soit conçu pour être facilement adapté en sous-ensemble. Enfin, je dirais, il faut réfléchir en amont. Hein. Et en exploitation, il faut que les gens soient agiles, c'est-à-dire qu'ils soient polyvalents. Il faut qu'ils soient capables de faire plusieurs tâches, puisque les niveaux quelquefois de volume changent. Il faut s'adapter, donc il faut avoir des gens qui sachent aussi s'adapter en fonction des besoins. Donc ça demande aussi des capacités. Côté de pilotage aussi, tu disais. Ah oui, j'en ai en venir. C'est une fois qu'on a, je dirais, cet ensemble de ressources flexibles, il faut pouvoir les piloter. C'est-à-dire, il faut pouvoir détecter quels sont les écarts, où on en a besoin, et de pouvoir aussi les prévenir de manière à les piloter au bon endroit. Là-dessus, ça a pas mal changé, je pense, les moyens qu'on dispose, parce qu'on était souvent d'une communication plutôt collective. Quand on parle de management visuel, on voit souvent des grands écrans qui affichent les informations clés sur la zone. En tout cas, chez Pinkflow, on va plutôt dans ce sens-là. Et on revient sur aussi, en complément, la notification personnelle pour que la bonne personne soit informée. Et on revient sur le concept de la bonne information au bon moment, à la bonne personne. Ouais, comment tu vois cette transition? J'avais déjà perçu au départ, mais on parlait des bips, c'est qu'on permettait déjà d'envoyer des messages personnels à des personnes, donc c'était déjà un début, mais il est clair que les technologies évoluent et maintenant on peut justement personnaliser ces envois. Le collectif reste utile et le sera toujours parce que on a besoin de voir collectivement des informations pour pouvoir synchroniser et partager aussi cette information. On a besoin aussi d'informations collectives pour animer des équipes, faire le point. Enfin, je dirais ça reste vrai. Ça reste vrai. Mais à un moment donné, on doit être capable de prioriser nos tâches, de prévenir Paul et pas Paul et Jacques si c'est Paul qui est concerné. Donc c'est sélectif. Tracer ce qu'il fait. Donc on est obligé d'avoir aussi ces informations. On peut pas faire ça avec un beeper, puisqu'il faut communiquer. On pouvait imaginer de faire ça avec une tablette, mais on voit déjà c'est assez lourd. L'application mobile, c'est un peu la voie qu'on a prise chez Pinkflow, est vraiment l'outil qui va permettre de répondre à ces attentes. Ok. Et là-dessus, je voudrais te challenger aussi. Je pense il y a quelques années, le design n'était pas forcément une attente ni des industriels ni des offreurs de solutions. Aujourd'hui, on ressent qu'on est tous habitués dans nos téléphones, dans notre vie quotidienne, d'avoir des interfaces qui sont bien pensées et jolies. Mmh. Est-ce que tu as évolué là-dessus, toi ? Moi, j'ai évolué, ça a changé, mais finalement, dans les années 80, c'était vert, orange, rouge, il y avait 3 couleurs. Et souvent, on retrouve toujours ce code. On retrouve d'ailleurs ce code-là qui marche bien, même sur la route. Vert, orange, rouge, ça marche très bien. C'est le feu rouge. Donc ça reste toujours vrai. On avait généralement, en termes d'affichage, des afficheurs à LED. On n'avait que 3 chiffres, les chiffres de production, ce qu'il faut faire, ce qu'on a fait, éventuellement les écarts. Voilà, ça restait à ce niveau-là. Et souvent, les ingénieurs, comme ils sont assez pragmatiques, ils disaient ça suffit. Il faut essentiel. Essentiel, faut aller rapidement, l'information immédiatement, sans réfléchir. Ça a beaucoup changé. Parce que effectivement maintenant on est habitué à des interfaces qui sont jolies, fluides, et aussi parce que on fait plus de choses. Si on fait du rituel de management, quand on réunit des équipes, on a des choses à communiquer. Il faut que l'information soit intéressante, soit belle à lire, fluide. Donc effectivement là tu as parlé du XUI, et c'est quelque chose qu'on l'UXUI, je vais peut-être expliquer ce que c'est parce que au final moi je constate que dans l'industrie on connaît peu ce concept qui est l'expérience utilisateur, l'expérience aussi de l'interface qui est plutôt le côté joli, on va dire, de l'interface. D'ailleurs, il y en a des spécialistes là-dessus qui existent en fait et qu'on retrouve peu dans les industriels. Mais je pense aussi qu'il y a un lien avec la nouvelle génération qui arrive dans les industriels et ils veulent plus avoir des interfaces moches. Non, il ne faut pas perdre de temps à naviguer dans différents menus pour chercher l'information. Il faut qu'elle vienne naturellement et de manière fluide. Il faut gagner du temps. De toute façon, on est dans le lean. On parlait du lean, mais on n'a pas de temps à perdre à aller chercher de la donnée, à l'afficher ou à la chercher, quoi. Donc, Et si on devait se projeter dans le futur, parce que là, du coup, on a fait quand même un pas entre les anciennes fonctionnalités, ce qui existe, on va dire, plus ou moins aujourd'hui. Demain, tu vois le management visuel
évoluer comment en termes de... en quoi ça peut aider avec les nouvelles technologies? Alors, le step suivant, le step suivant, c'est l'aide au pilotage. En fait, l'aide au pilotage, on le donne par le visuel, on donne pas des informations, mais c'est quand même en dernier ressort la personne qui doit interpréter ce qu'on lui affiche et qui doit prendre les décisions. Donc, c'est déjà bien. C'est déjà un grand pas. Et si toutes les entreprises avaient déjà ces types de fonctionnalités, ça serait vraiment super. L'étape d'après, pour moi, c'est un peu comme les véhicules sans conducteur, quoi. Hein. C'est être capable donc de prendre des décisions avec une certaine intelligence pour pouvoir justement pas être lié quand même à une recherche de solutions. Je vais prendre un exemple pour être un peu plus concret. Par exemple, des gens de la maintenance qui doivent intervenir sur des pannes, hein, sur des ateliers. Dans des ateliers, il y a forcément plusieurs machines en panne, plusieurs types d'incidents qui sont remontés. Quel incident je dois traiter en premier? Quelle est la priorité? Tout ça, cette priorité, en fait, quand on a un peu de logique et un peu d'intelligence, on sait que c'est en fonction de paramètres de flux, de capacité, et donc un système intelligent, donc une IA, hein, on parle d'IA maintenant. Là, dans ce cas-là, une IA peut vraiment être forcément bénéfique, hein, c'est prendre des bonnes décisions en fonction d'un contexte et au bon moment. Ok, donc plutôt être dans l'aide à la décision, l'aide au choix, en fait, faire un peu l'humain augmenté et que on l'aide, on l'accompagne dans sa prise de décision. Ça remplace pas l'humain parce que une voiture sans chauffeur, il y a toujours des personnes dans la voiture, hein, donc il faut bien quand même des personnes qui sont pour travailler pour faire la valeur sur le produit. Hein. Je pense qu'on va pouvoir conclure peut-être cette partie. Quelle personnalité t'as envie d'interviewer dans cette saison? Je dirais les personnes qu'on va interviewer, c'est des personnes qu'on a croisées auparavant, qui sont convaincues comme nous que l'humain a besoin d'informations utiles pour faciliter son quotidien, puisque c'est quand même lui le pilote et qui va prendre les bonnes décisions, et qui ont investi ou qui recherchent aussi des solutions. Donc ça peut être différents milieux industriels ou logistiques. Je pense différents secteurs. Voilà. Ça peut être aussi des gens qui travaillent sur l'IA. Je pense qu'on a des contacts aussi sur un laboratoire qui travaille sur ces sujets. C'est très intéressant de savoir un peu ce qui existe dans ces domaines, quelles sont leurs pistes de réflexion, les avancées technologiques. Ça va intéresser forcément les industriels ou les passionnés des usines sur ces technologies nouvelles. En conclusion, maintenant qu'on te connaît mieux, que tu nous as partagé ton expérience et ta vision de l'industrie et du management visuel, je te laisse prendre la main pour les prochains épisodes. On va partir à la rencontre de personnalités inspirantes du secteur logistique, secteur aéronautique. Et voilà, à toi de les interviewer. Merci Claire et à bientôt. Merci d'avoir écouté l'Usine sans filtre, le podcast de Pinflow. Si vous souhaitez en savoir plus sur le management visuel digital au service de votre performance, rendez-vous sur pinflow.com. Et si l'épisode vous a plu, abonnez-vous à notre page LinkedIn.